C'est bon pour toi, Nordine? Tu es prêt? On va attendre que les gens Oui, s'installent. oui. Rapidement, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci. La séance reprend. On va essayer de gagner encore quelques secondes. Les danseuses sont en place. Donc, messieurs les modérateurs, mesdames, messieurs, chers amis, je vais me permettre de commencer pour vous proposer une partie des résultats de l'enquête Arlode que j'ai l'honneur de présenter au nom du bureau d'Arlode. Alors, voilà. Merci Bruno. Alors, cette enquête Arlode, pour cette présentation, j'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, cette enquête Arlode avait au départ plusieurs objectifs. Nous avions l'objectif d'évaluer la gestion des appels pour arrêt cardiaque extra-hospitalier dans les SAMU, en essayant de faire un focus sur le rôle des SAMU dans l'optimisation des premiers maillons de la chaîne de survie. Et je tiens à remercier la SFMU et SAMU Urgences de France qui nous ont permis, en diffusant le questionnaire sur leur site et en communiquant sur leur site, la saisie des réponses des répondants à cette enquête. Ensuite, on a des résultats que je vous présente maintenant, une analyse et des commentaires qui ont été faits par notre équipe en se référant aux recommandations de l'ERC de 2015 et de 2021, parce qu'il y a des choses qui ont évolué, puis il y a des choses qui sont restées en 2015 et qui sont encore appliquées maintenant. Alors, cette enquête, c'est un questionnaire anonyme qui a été déployé entre janvier et avril 2022 sur la prise en charge des appels pour arrêt cardiaque dans les SAMU. Elle avait 3 thèmes principaux. D'abord, la gestion de l'appel pour arrêt cardiaque par le SAMU Centre 15, l'accompagnement du premier témoin et la stratégie en matière de défibrillateur de proximité, et l'existence ou non de groupes de travail arrêt cardiaque spécifiques au sein de ces services. Les répondants. La population de répondants, c'était les professionnels du SAMU, SMUR, service d'urgence, des médecins, des internes, des auxiliaires de régulation médicale, des infirmiers, infirmiers anesthésistes et également des ambulanciers. Nous avons recueilli plusieurs variables, les départements concernés, les postes occupés et les différentes données concernant l'organisation des SAMU pour la prise en charge des arrêts cardiaques. Les résultats ont été présentés pour chaque question en nombre et en pourcentage et présentés à l'échelle d'un département en retenant une réponse par département. Avec le cas échéant, quand c'était nécessaire, comparaison aux recommandations de l'ERC en 2021. Notre groupe investigateur a fait une analyse... J'ai plus rien. A fait une analyse et des propositions qui ont ensuite qui ont été réalisées pour chacune des questions. Je vous dévoile quelques-uns des résultats les plus importants, notamment le nombre de répondants. 288 répondants qui provenaient de 73 départements, ce qui est quand même une belle représentativité qui montre un intérêt pour la thématique. Parmi ces répondants, plus de 95% travaillent dans un SAMU, tout ou partie de leur activité professionnelle. C'est SAMU, SAMU-SMUR, SAMU-SMUR Urgence. Les médecins représentaient 49% des répondants. 49% des répondants avec un sexe ratio à 37% pour les femmes. Les armes, et on est très heureux de voir qu'on avait énormément d'armes qui ont répondu, c'est 44% des répondants avec 127 armes qui ont répondu à notre questionnaire avec un sexe ratio plus important du côté des femmes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a un groupe concernant les infirmiers et les ambulanciers qui est faible, une vingtaine de réponses seulement. Ça peut nous poser des interrogations. Je continue sur les résultats avec le protocole arrêt cardiaque qu'on a identifié, d'après les réponses bien sûr, dans 92% des SAMU qui ont répondu, c'est-à-dire 67. L'envoi de moyens, c'est systématiquement les pompiers et le SMUR, dans 100% des cas. En plus, dans certains cas... quand c'est organisé de la façon suivante localement, c'est-à-dire c'est l'envoi de véhicules légers avec des infirmiers protocolés, c'est l'envoi de véhicules légers médicaux des sapeurs-pompiers, en complément, dans les zones distantes des zones des SMUR, en complément des pompiers et du SMUR. L'existence des procédures de citoyens sauveteurs, 80% des SAMU qui ont répondu à l'enquête expliquent avoir une procédure de citoyen sauveteur. Néanmoins, elle est identifiée uniquement dans 53 SAMU, pour le quotidien, pour la prise en charge des appels pour arrêt cardiaque. Et on remarque que dans 28% des SAMU qui ont des dispositifs de citoyens sauveteurs, 16 en utilisent plusieurs. Ça peut être Stay Alive, ça peut être Sauve Life, ça peut même être... Il y a même eu un département où il y a trois dispositifs, avec la FPR qui est en plus. L'existence de la cartographie des défibrillateurs automatiques. Alors,
Elle est existante en fonction des réponses dans 56 SAMU sur les 73, mais avec des cartographies multiples. Qui construit lui-même sa cartographie? Qui utilise celle des sapeurs-pompiers? Qui utilise celle des associations de citoyens sauveteurs, Sauve Life ou le Bon Samaritain? Qui utilise GeoDAE pour certains SAMU, puisque GeoDAE est en train de se structurer, de tendre progressivement vers l'exhaustivité et l'efficacité. L'intégration de la cartographie dans opérationnelle donc pour 48% des SAMU qui ont répondu, donc 35, et l'intégration dans le logiciel de régulation pour 29 SAMU. Alors c'est intéressant cette réponse parce que finalement, cette intégration, on sait qu'elle est intégrée dans le logiciel de régulation, la cartographie, mais on ne sait pas si elle est intégrée de façon automatique directement dans le logiciel, ce qui ne doit pas être le cas pour beaucoup, ou si c'est un lien transparent vers une autre cartographie, type Sauve Life, type celle des pompiers, pour être efficace et déclencher les citoyens sauveteurs et puis avoir la localisation des défibrillateurs. S'il a plusieurs témoins d'un arrêt cardiaque, leur demandez-vous d'aller récupérer le défibrillateur. 78% des SAMU répondent oui. Alors, plus que ceux qui ont une cartographie des DAE, parce que les défibrillateurs, comme on l'a toujours dit, en particulier chez nous, c'est que les défibrillateurs doivent vivre dans la collectivité où ils se trouvent, et c'est parfois le témoin qui vous dit « j'ai un défibrillateur à côté de la salle de sport ». Voilà. Je continue sur ces résultats avec la méthode d'accompagnement du premier témoin qui a été répondue pour 71% des SAMU, qui est la téléphonie dans la grande majorité des cas, 78%, mais qui est, et c'est une bonne chose, avec de différentes méthodes. D'ailleurs, ça peut être des logiciels spécifiques, ça peut être comme Bizom par exemple, chez nous dans le Nord. 14 SAMU, donc 19% de ceux qui font l'accompagnement en vidéo, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal et ça va encore progresser. Questionnement intéressant, qui réalise l'accompagnement du premier témoin? Alors, je suis un petit peu embêté parce que seulement 35 SAMU répondent à cette question sur les 73 qui ont répondu à l'enquête. 35 répondent à ces questions, donc dans 2 cas, c'est le médecin qui fait systématiquement l'accompagnement. Dans 11% des SAMU, c'est les auxiliaires de régulation médicale. Et dans les autres cas, c'est ou le médecin, ou l'arme, ou l'infirmier, puisque vous savez qu'on a quelques SAMU où les infirmiers ont leur place bien identifiée en salle de régulation. C'est dans 34% des cas, mais je suis un peu déçu du faible nombre de réponses à cette question. De la même façon, je suis déçu du résultat des réponses à la question suivante. Lors de cet accompagnement, effectuez-vous un contrôle de la qualité de la RCP, que ce soit la position des mains, le rythme ou la profondeur des compressions thoraciques? 30 SAMU répondent, ça veut dire 41%, qui font un contrôle qualité malgré les recommandations et l'importance de la qualité de la réanimation sur le pronostic de la survie et la qualité de la survie. Dernière page de résultats. Existe-t-il une formation des armes à la reconnaissance d'arrêt cardiaque? 80% des SAMU, plus de 80% des SAMU répondent oui. Quel est le contenu de cette formation? Je pense qu'elle n'est pas encore standardisée partout. Existe-t-il un groupe de travail arrêt cardiaque au sein de votre service? Peu de SAMU ont répondu à ça. 34 ont répondu à cette question. 32 répondent avoir un groupe de travail qui est constitué pas systématiquement tous les personnels, souvent c'est les médecins, les infirmiers, parfois les armes et rarement les ambulanciers, pour faire avancer les choses, pour faire des études de dossiers, des débriefings des dossiers, des analyses des dossiers, des publications, la rédaction des protocoles et éventuellement proposer des études. Alors ça, c'est une partie des résultats qu'on vous propose. Vous pouvez avoir l'entièreté de ces résultats sur l'adresse internet que vous avez en bas de la diapositive, qui sera également sur ma dernière diapositive, si vous voulez plus de détails et des commentaires plus spécifiques. Alors ce focus sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque dans les SAMU montre un intérêt certain devant le nombre de réponses, 288 c'est pas mal, et nous donne des constats et des interrogations. Les constats, c'est que les procédures ne semblent pas uniformes dans tous les SAMU. Il existe une diversité des outils de régulation, mais avec une adaptabilité locale toujours. On a toujours dit que les SAMU, c'était l'adaptation constante. Les stratégies de gestion de ces appels, est-ce qu'elles collent aux recommandations de l'ERC? Vous verrez dans les analyses qu'on vous propose. Et les stratégies de communication sont-elles satisfaisantes? Puisque le faible nombre de réponses à certaines des questions montre que la communication n'est peut-être pas parfaite dans tous nos SAMU. Alors Guillaume, tu avais fait en juin 2022 une communication au congrès Urgence
ta thématique, c'était organiser son SAMU pour bien répondre aux arrêts cardiaques. Et je vais tirer plusieurs éléments de ce que tu avais écrit, les armes de ce que tu avais dit. Les armes doivent être en première ligne pour la reconnaissance de l'arrêt cardiaque, l'envoi de moyens et le coaching du témoin. Reconnaître les arrêts cardiaques en moins de 90 secondes avec une ERCP immédiate, c'est un objectif. Ce n'est pas partout comme ça. Importance de la formation des armes, importance des réseaux sociaux pour la mobilisation des sauveteurs citoyens et la récupération éventuelle d'un défibrillateur de proximité, et importance donc de cette géolocalisation de ces défibrillateurs de proximité par les SAMU. Je vais conclure simplement en disant qu'il nous reste quand même peut-être un peu de travail pour optimiser la chaîne de survie dans nos SAMU, avec plusieurs axes d'optimisation. Le partage par tous les acteurs des procédures locales définies. Ce partage concerne aussi bien la réception de l'appel et sa gestion que l'envoi de moyens, que l'accompagnement du premier témoin, type l'information sur les nouvelles recommandations, l'utilisation du haut-parleur, l'accompagnement de la RCP de façon effective et la qualité des gestes réalisés. Un deuxième axe, c'est le développement des technologies et des procédures novatrices. C'est les processus de citoyen sauveteur. On a montré qu'ils pouvaient être bénéfiques, même si on a besoin encore de travaux scientifiques rigoureux pour montrer l'efficacité exacte. La cartographie des défibrillateurs automatiques. Alors, il y a beaucoup de bricolages qui ont été faits à droite à gauche. On tend vers l'évolution et l'objectif, c'est que tout le monde tende vers la cartographie GODAE. Et c'est également notre travail d'accompagnement de cette chaîne de survie que de dire à tous les exploitants de défibrillateurs de déclarer leur défibrillateur ou de le faire déclarer par leur revendeur, par exemple. La vidéorégulation, c'est quelque chose qui va se développer, qui peut faire avancer les choses, qui peut nous aider. Et puis, surtout, le changement de paradigme sur l'implication des armes en développant leur formation, aussi bien la reconnaissance de l'arrêt cardiaque qu'à l'accompagnement du premier témoin avec des objectifs de qualité. Et puis c'est malheureusement pas fait partout, peut-être la masse de travail, la recherche avec des groupes de travail, d'abord pour essayer de coller aux recommandations, pour faire des travaux d'études, de recherche, pour essayer d'avancer et optimiser nos procédures locales. Je vous remercie de votre attention. Allez, Guillaume. Attends, je vais mettre ton nom pour que tout le monde sache qui tu es. Alors. Voilà. Donc cette fois, on va parler plus de la partie reconnaissance de l'arrêt cardiaque et comment essayer d'améliorer cette reconnaissance. Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'il y a une place pour des nouveaux outils comme l'intelligence artificielle, la visio? Donc, toujours pareil pour pas de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Un des points intéressants, et c'est ce qu'a montré Éloi Marijon dans ce très beau travail qui a été publié dans le Lancet, c'est que l'effet sur la survie, il se fait essentiellement au niveau des premiers maillons. Hein, on le sait, c'est la reconnaissance, le massage cardiaque, la défibrillation. Et quand on regarde l'investissement, c'est la petite ligne C en bas, en termes de recherche et en termes de moyens alloués, et ben, c'est pas là qu'il y en a le moins finalement par rapport aux recherches intra-hospitalières et sur le post-RAX. Et donc, ben, voilà, on peut peut-être essayer d'améliorer un peu les choses et investir plus dans ce premier maillon qui a tant d'importance. Et l'autre point, c'est, on le sait, la RCP peut sauver des vies et la TRCP peut sauver des vies. Et donc, l'importance de ce premier maillon et de cette reconnaissance de l'arrêt cardiaque pour pouvoir tout déclencher derrière. Alors, ça a été dit, l'objectif, c'est moins de 90 secondes pour tout faire, c'est-à-dire décrocher l'appel, prendre les renseignements, reconnaître l'arrêt cardiaque et débuter la TRCP. Ça, c'est les recommandations américaines. On a repris les mêmes. Normalement, je vais vous remontrer, mais c'est vrai que le temps passe très vite. Et bon, c'est sûr que si on met déjà 1 minute à décrocher, ce qui n'est heureusement plus le cas maintenant avec les SAS, puisqu'on a quand même nettement amélioré le taux de décroché dans les SAMU, et ben, on a permis de gagner ces secondes qui sont si précieuses. Et puis après enchaîner toute la chaîne. Le premier problème, et c'en est vraiment un dans les volumes d'appels que sont dans les SAMU, c'est que l'arrêt cardiaque, c'est pas beaucoup d'appels, c'est 0,56% de tous les appels. Donc ça, c'est des études qui sont pas françaises. Nous, on doit être encore en dessous de ça parce qu'on a beaucoup d'appels pour conseils. Et donc, pour être bon sur 0,56% des appels, il faut que la formation elle soit très standardisée et il faut qu'elle soit répétée pour nos ARM pour pas qu'ils se ratent sur ces peu d'appels, mais qui sont tellement importants pour le pronostic des patients.
Et le souci, ça a été évoqué. Alors, moi, j'étais un petit peu plus optimiste quand on reprend la littérature, la reconnaissance de l'arrêt cardiaque. Si vous regardez dans votre SAMU ou dans votre évaluation, nous, on l'a fait. Avant de mettre en place une formation, on était autour de 65% de reconnaissance, donc pas loin des 30-40% dont a évoqué Pierre-Yves. On a formé nos ARM, on a un programme en cours, on a un protocole, et maintenant, on est plus un peu au-dessus de 80% de reconnaissance de l'arrêt cardiaque. Donc, on peut progresser, mais il faut le mesurer pour progresser, sinon on ne le sait pas. La deuxième chose, et c'est probablement le deuxième problème et le plus important, c'est le délai qu'on met pour reconnaître. Parce que si on met 10 minutes à reconnaître un appel et à reconnaître l'arrêt cardiaque, ben on a tout perdu. Et finalement, quand on regarde, il y a 4 appels sur 10 qu'on arrive à reconnaître en moins de 3 minutes. On perd du temps dans cette reconnaissance, on pose trop de questions. Et plus le patient a un bon pronostic, plus on va mettre de temps parce qu'il va gasper, parce qu'il va avoir des mouvements anormaux. Et c'est ça qui va nous faire perdre du temps. Quand on regarde la littérature, plein d'études qui se sont intéressées à ça, on retrouve pareil la sensibilité, c'est-à-dire le nombre d'arrêts cardiaques qu'on reconnaît, c'est 80% globalement dans toutes ces études. Et on sait que dans les études, on fait mieux en général que dans la vraie vie. Donc, voilà. Et là où il y a un gros manque, c'est en pédiatrie. Il y a une seule étude qui a été publiée dans la littérature sur la reconnaissance de l'arrêt cardiaque pédiatrique. Donc, voilà. Et on sait que c'est des arrêts cardiaques où on n'est pas bon parce qu'on n'a pas envie de croire à l'arrêt cardiaque d'un enfant. Et donc, on met plus de temps je vais vous montrer que c'est difficile de reconnaître un arrêt cardiaque. Là, c'est des professionnels de santé. Un jeune homme, donc c'est publié dans Resuscitation, si vous voulez ressortir. Un jeune homme qui avait fibrillé à domicile et qui refait un arrêt dans l'ambulance. Il est en fibrillation ventriculaire en permanence. Et vous voyez ces mouvements anormaux, ces mouvements ces mouvements de gasp. Et finalement, bien que ce soit des professionnels, ce patient, il n'est pas massé. Et la défibrillation, elle va mettre beaucoup de temps. Ils vont finir par le défibriller. Mais... il n'y a pas le son, mais vous avez... Ah. Ça a coupé, mais... Donc et ça, c'est 5% des arrêts cardiaques ont ces mouvements anormaux. Alors ça peut être des clonies, ça peut être des membres raides au début. Alors après, c'est sûr que si on laisse le temps passer, ils vont finir par plus rien avoir du tout. Mais voilà. Et vous voyez ces mouvements des mains pendant le massage. Pendant tout ce temps, ils gaspent. Voilà, donc cette reconnaissance, et c'est vraiment ça qui avait été illustré, elle peut être piège, et c'est pour ça qu'il faut être très très simple dans la... On voit un peu les mouvements de la bouche, donc question. Bon, Donc cette reconnaissance, il y a plusieurs protocoles. Nous, on utilise celui-là. C'est vraiment être le plus simple. C'est est-ce qu'il répond et même de parler de conscience, dans la formation, c'est problématique parce que demander à quelqu'un est-ce qu'il est conscient, c'est une question qui est difficile pour le grand public. Donc c'est est-ce qu'il répond, est-ce qu'il respire et est-ce qu'il respire normalement. C'est le deuxième point qui est important. Et donc si on a non à ces deux questions, on doit faire masser et on sait qu'on va faire masser peut-être quelques patients qui ne seront pas en arrêt cardiaque, mais tant pis, on corrigera derrière. Et au moins, il n'y aura pas eu de perte de chance pour ces patients. Donc, toujours ces recommandations dont je vous ai déjà parlé. Dans une des autres questions, il y avait la reconnaissance de l'arrêt cardiaque par l'opérateur. Est-ce que de mettre en place un protocole dans un SAMU, ça améliore le pronostic comparé à l'absence de procédure ? On propose dans cette recommandation 2 protocoles, puisque c'est les 2 essentiellement qui ont été évalués. Le protocole no-no-go dont je vous ai parlé, où il faut essayer avec quelques aides à la formulation. On sait que l'avantage, c'est que c'est simple et rapide, et que l'inconvénient, c'est qu'on risque d'avoir un peu plus de faux positifs. Et il faut être très rigoureux parce que même en les formant à ça, ils ont tendance, nos ARM et nos stationnaires, à reposer des questions. Est-ce que vous êtes sûr qu'il respire ? Est-ce que la respiration est normale ? À plusieurs reprises. Et qu'à chaque fois, ça fait perdre du temps. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à 3 minutes. Et puis le protocole top-ventre, qui est utilisé notamment à la BSPP, qui avait été évalué par Clément Derken, où là, vous avez le protocole. Donc si la personne ne répond pas, on passe à l'étape suivante, on va aller vérifier la respiration, on met la main sur le ventre. S'il y a un intervalle supérieur à 7 secondes entre chaque top, quand le ventre se soulève, on démarre le massage cardiaque. Si la respiration est anormale, on démarre le massage cardiaque. Et si l'espace entre les deux est plus court, on va réévaluer derrière.
L'avantage, c'est que ça permet de bien reconnaître l'arrêt cardiaque. L'inconvénient, c'est que ça augmente le temps de reconnaissance et on sait que ce temps est important. Donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Quand on regarde, donc c'est l'évaluation qu'avait fait Clément Derken. La reconnaissance, donc la BSPP, 54% avant la mise en place du protocole, 93% après la mise en place du protocole. Donc, vous voyez que ça améliore clairement les choses, mais ça augmente le délai de première RCP. Donc, il faut savoir ce prix. Voilà, donc est-ce que là, on n'a pas d'éléments qui comparent l'un par rapport à l'autre, donc on n'a pas pu trancher dans cette recommandation. Même donnée, hein, c'est une étude asiatique qui retrouve exactement la même chose. Donc, on propose d'utiliser un protocole standardisé pour améliorer la reconnaissance de l'arrêt cardiaque. C'est un avis d'expert dans cette recommandation. Est-ce que donc c'est utiliser des outils avancés de téléphonie, la visio ou l'IA, même formulation pour les questions dans les recommandations, c'est toujours comme ça, c'est très standardisé. Est-ce que ça améliore le pronostic des patients ? Et ben, il y a pareil une littérature qui est quand même pas très fournie, on va dire, sur l'utilisation de la vidéo par rapport à la RCP téléphonique conventionnelle. Sur la reconnaissance, très peu d'études, on n'en a pas trouvé qui ont permis de donner des éléments. Donc j'espère que Lyon va publier ces données sur la reconnaissance et permettra. Ça semble évident, hein, c'est sûr qu'on reconnaît mieux par vidéo, mais est-ce que ça fait prendre du temps ? Est-ce que voilà, il y a toutes ces questions-là. Par contre, sur la qualité de la RCP, il y a quelques études qui l'ont évaluée. Et ça améliore la profondeur et le rythme de la RCP et ça pourrait améliorer le pronostic avec bon devenir des patients. Donc c'est un élément qui est intéressant et probablement que quand on a plusieurs témoins, et ben de demander à quelqu'un de lancer une visio pour pouvoir regarder comment se passe le massage cardiaque, essayer de le corriger et de le masser et d'améliorer le massage, c'est probablement un élément intéressant. Donc c'est probablement recommandé d'utiliser des outils de visiophonie, ça c'est en grade 2+, pour améliorer le pronostic des patients, améliorer la qualité de la prise en charge et améliorer les arrêts cardiaques pédiatriques également. Là c'est un avis d'expert, mais sur les deux autres, vous voyez qu'il y avait quand même de la littérature scientifique et donc on a pu se prononcer sur ces éléments-là. L'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, alors il n'y avait pas beaucoup de logiciels sur le marché. Il y en a un qui a essayé de s'implanter en France et puis qui finalement s'est retiré du marché. Donc à ma connaissance, il n'y en a pas de fonctionnel en France, mais peut-être qu'il y aura. J'espère que ça va revenir. En tout cas, il y a un dispositif qui a publié plusieurs études. Alors d'abord sur cette étude-là sur des appels rétrospectifs où ils ont regardé par rapport à l'identification en 15 secondes, enfin en 30 secondes, en 60 ou en 90 secondes de volontaires, par les professionnels, la performance de l'intelligence artificielle. Et donc on voit les différentes lignes et en fait on peut régler avec l'intelligence artificielle le taux de faux positifs, c'est-à-dire le nombre de patients qu'on va masser qui ne sont pas en arrêt. Plus on augmente ce taux de faux positifs, plus on arrive à faire masser en moins de temps. C'est assez logique. Et donc après il faut choisir le bon seuil. Et il y a une étude où ils ont randomisé l'utilisation de l'IA pour guider les dispatchers à reconnaître l'arrêt cardiaque et à démarrer la TRCP. C'est une étude Copenhague où ils ont beaucoup d'appels, beaucoup de suspicions d'arrêt cardiaque, 5847. Ils les ont randomisés dans les deux bras et ils se retrouvent finalement à la fin avec 600 appels qui ont eu ou pas eu, qui ont été effectivement des arrêts cardiaques et qui ont eu l'aide de l'intelligence artificielle ou pas d'aide de l'intelligence artificielle pour le diagnostic et la suite de la prise en charge. Et dans cette étude, pas de différence significative. Ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est qu'ils sont très bons. 90% de reconnaissance de l'arrêt cardiaque dans le groupe contrôle. Donc ceux qui n'avaient pas l'aide de l'intelligence artificielle, ils reconnaissaient déjà à 90% les arrêts cardiaques. Et donc ça, voilà, j'aimerais bien qu'on ait ça dans tous les SAMU en France, ça serait déjà une bonne chose. Avec l'aide de l'intervention, il passait à 93,7% de reconnaissance, donc ce n'était pas significatif. Et pas d'amélioration du temps, non plus du temps de reconnaissance du dispatcher qui était à 1,7 minutes, donc pas loin finalement des recommandations. Donc sur cette intelligence artificielle, devant l'absence d'études, on n'est pas en mesure d'émettre de recommandations concernant l'utilisation de ces outils basés sur l'intelligence artificielle pour améliorer le pronostic vital. On propose quand même de les utiliser, et là c'est juste un avis d'expert, pour essayer d'aider à l'identification et l'amélioration des délais. Voilà, on fait un peu dans... Quand on manque de données, c'est un peu comme ça qu'on fait dans les recommandations. Enfin, en tout cas, il ne faut pas fermer la porte. C'est probablement un outil intéressant qui peut aider.
Voilà. Et puis pour le traitement, c'était le dernier point, traitement de l'arrêt cardiaque par téléphone. Clairement, l'utilisation d'un protocole, je crois qu'on avait... Est-ce que l'utilisation d'un protocole améliore le pronostic? Et oui, faire une TRCP, ça améliore le pronostic des patients. Et là, il y a plusieurs études, je vous en montre une qui le montre, quand on regarde le devenir neurologique, qu'on ait une RCP spontanée ou qu'on ait RCP avec une assistance par téléphone, on a globalement quasiment le même pronostic neurologique pour les patients et ça fait mieux que s'il n'y a pas de RCP. Donc clairement, il faut faire cette TRCP et ça améliore le pronostic et c'est vraiment un des rôles des ARM ou des stationnaires pour améliorer le pronostic. Et je réinsiste, mais ça va faire peut-être partie des topos où il faut vraiment, dans la formation, démystifier cette RCP. Quand on dit ça fait peur, il va y avoir des complications. Et ben non, il y a très très peu de complications. Quand on regarde des patients qui ont été massés et qui n'ont pas été en arrêt, 8,7% qui vont se plaindre de douleurs à la poitrine. C'est sûr. Moins d'1% de fracture de côte. C'est-à-dire sur 100 personnes que vous allez masser, vous aurez moins d'une fracture de côte. Et hémoptysie mineure, c'est quelques crachats sanglants chez un des patients qui avait de cette étude. Donc voilà, et aucune complication grave. Et donc vraiment, les recommandations déjà insistent dessus. Hein, il vaut mieux faire masser que de ne pas faire masser un patient. Et donc effectivement, être très large dans les indications de massage, quitte à corriger derrière. Ça, de faire une formation, et c'est vraiment important dans la prise en charge dans les SAMU et pour nos ARM. Ça améliore les choses, ça améliore la TRCP, ça avait été montré dans cette étude en Arizona où ils avaient fait avant et après formation. On a 6% de plus d'instructions de TRCP après la formation. Il y a surtout plus de RCP effectivement réalisées. C'est-à-dire que c'est pas tout de dire il faut masser. La façon de le dire, les aspects linguistiques, les aspects encouragement sont importants pour que les gens fassent effectivement la RCP. Et donc, c'est des éléments qui permettent de s'améliorer et il faut vraiment le prendre en compte. Voilà. Et sur le délai des conseils de RCP, quand on est formé, on va plus vite. Hein, quand on déroule son protocole, ça permet de gagner du temps et d'être dans cette cible également. Et cette formation, elle avait dans cette étude en tout cas un impact, 47% de survie en plus et 68% de bon devenir neurologique en plus quand on fait une formation des témoins, des ARM à la reconnaissance de l'arrêt et à la TRCP. Le dernier point que je voulais aborder, et c'est probablement un des plus importants, c'est que non seulement il faut faire une formation, mais il faut s'évaluer. Et on le fait pas suffisamment. Il faut analyser le processus en régulation. Et donc, si on veut le faire, il faut mesurer combien d'arrêts cardiaques on a identifié effectivement en régulation. Alors, on a mis une cible de performance. C'est sûr qu'on aurait pu dire 90%, mais déjà, si on arrivait à 75% de reconnaissance, ça serait déjà bien. Sur ces patients chez qui on reconnaît l'arrêt cardiaque, le pourcentage pour lequel on arrive à faire une TRCP, la cible, c'est 95%. Et le pourcentage de RCP réellement initié par les témoins de 75%. On a rajouté la qualité de service, mais ça, ce n'est pas propre à l'arrêt cardiaque, c'est la qualité de service dans les recommandations pour les SAMU, c'est 99% décrochés en moins de 30 secondes. Le temps entre l'appel décroché et l'identification de l'arrêt cardiaque, moins de 90 secondes, moins de 150 secondes pour démarrer la TRCP et la première compression thoracique également 150 secondes. Donc ça impose de mettre en place un protocole dans son SAMU, de réécouter les appels, de le réécouter avec les agents pour voir quels sont les points d'amélioration et si on fait ça, clairement on voit une amélioration, mais ça impose un gros travail de le faire, donc c'est vraiment un des points importants. Et puis, est-ce qu'il y a des perspectives de reconnaissance? Je remets encore cette application Good Sam. Ce n'est pas dans l'arrêt cardiaque, c'était dans le Covid qu'ils avaient développé ça, où ils regardaient, rien qu'en filmant avec la caméra, ils étaient à 92%, ils arrivaient à identifier les patients en détresse respiratoire avec ce type d'application. Donc peut-être que dans un futur proche, on arrivera juste en filmant un patient à avoir une intelligence artificielle qui nous dit il y a une bonne chance que ce patient soit en arrêt cardiaque, et il faudra peut-être y aller. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore développé. Et donc en conclusion, je pense que là, clairement, les SAMU doivent avoir un protocole pour la régulation de l'arrêt cardiaque, c'est impératif, et on voit qu'on n'y est pas encore avec l'enquête qui a été présentée juste avant. C'est important d'avoir une démarche qualité de réécoute de ces appels pour améliorer cette reconnaissance, et vraiment le message clé, c'est qu'on est encore trop lent. Non seulement il faut reconnaître, mais il faut reconnaître vite, et là on est lent, et il faut vraiment se former pour améliorer notre vitesse de reconnaissance de l'arrêt cardiaque. Merci.
2. On va passer directement à Louis Soula. Non? Ou Sébastien Storck d'abord. Ok, d'accord, pardon. Je pensais que vous faisiez un truc ensemble. Donc c'est Louis Soula et Sébastien Storck, ou Sébastien Storck et Louis Soula. Et donc on commence par Sébastien. Bonjour, donc c'est le mien qui commence. Donc merci Arlode pour cette présentation 5 ans après. J'en dirai un petit mot après sur quand même les avancées, mais ce sera sur l'autre topo parce que j'ai une fierté particulière aujourd'hui, on en parlera. Alors, est-ce que j'ai un conflit d'intérêt? Je ne sais pas, je suis membre de l'association Arlode et je me suis demandé si on avait un lien d'intérêt avec ces manifestations. Ce que j'entends depuis aujourd'hui, c'est qu'on a changé de paradigme. Ça avait déjà été dit il y a 5 ans par un ami ancien ministre qui disait que la chaîne de survie, c'est plus ça, quoi. C'est alerter, masser, défibriller avec tout ce qui se passe autour du premier maillon, et que le rôle des SAMU aujourd'hui, c'est pas d'envoyer un SMUR, uniquement d'envoyer un SMUR pour faire une réanimation spécialisée, parce qu'on sait que si la défibrillation n'a pas été faite, ça ne sert pas à grand-chose, et que notre priorité aujourd'hui, c'est tout axer au niveau des centres de régulation des appels pour identifier précocement l'arrêt cardiaque. Vous avez déjà vu cette diapo, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit nous interpeller, c'est toutes les missions que doit faire l'ARME, le médecin régulateur. Alors, on a prévu de faire cette présentation en binôme, mais on a inversé les rôles. Alors, c'est quand même l'ARME qui est en première ligne et le décroché est nain. Et là, je vais insister là-dessus parce que aujourd'hui, il faut aussi changer nos organisations, et ça sera une des conclusions. On a parlé de 0,58% des appels pour arrêt cardiaque. Donc, ça veut dire que c'est très peu par rapport au volume d'appels, et ces appels-là, c'est le principe du SAS. Il faut l'identifier précocement. Il faut qu'on identifie un besoin de soins. Je rappelle que cette qualification doit se faire en 30 secondes dans 99% des appels, localiser bien sûr toujours et reconnaître l'arrêt cardiaque, déclencher les moyens, l'aide aux gestes, tout ça dans un délai idéal de 90 secondes, comme ça a été dit par Guillaume. Donc la formation, qui peut être proposée aujourd'hui, les axes d'amélioration qui concernent à la fois, et je pense que ça c'est le premier message, les armes et les médecins régulateurs, c'est savoir reconnaître l'arrêt cardiaque, l'arrêt cardiaque, organiser la réponse du dispatcher et adapter l'organisation de la salle. Pour reconnaître l'arrêt cardiaque, il faut des actions de formation. Les actions de formation, bien sûr, il y a des recommandations, il y a des protocoles. Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il respire? Normalement, oui, non. Et on a vu toute la complexité d'identifier un gaz par rapport à une respiration normale ou absente. Mais il y a également tous les patients qui appellent conscients, qui font leur appel pendant un arrêt cardiaque. Et bien sûr, aller au plus vite pour mettre en place la RCP. Et donc ça doit s'entraîner facilement. Et il faut aussi sensibiliser nos armes, nos médecins régulateurs à des choses simples. Quand on a un patient qui a très mal, qui est en sueur, qui est angoissé, première chose qu'on doit avoir en tête, c'est le risque probable d'une fibrillation ventriculaire. C'est le processus du raisonnement intuitif. J'aurais aimé passer des bandes, ça c'est une bande qui vient de Grenoble, tout ça pour faire voir l'appel pris par l'arme et le patient qui fait l'arrêt cardiaque pendant la prise d'appel. Et là, il faut savoir s'organiser. J'en ai une autre aussi très particulière que j'aimerais bien faire entendre, mais c'est moi qui ai régulé, ça ne me pose aucun problème. C'est la situation d'un patient qui appelle tout à fait calme, détendu pour douleur thoracique. L'appel est pris par l'arme, passé au régulateur. On parle des antécédents, des critères de la douleur, et puis brutalement, boum, on perd le contact, on entend un bruit. Et là, pendant plusieurs minutes, c'est très stressant parce que on parle au patient qui n'entend rien. Il y a un témoin qui va arriver. Le témoin ne comprend pas ce qui se passe. Il n'entend pas le téléphone. Peut-être qu'il faut qu'on travaille aussi sur un système qui fait qu'on déclenche quand le patient s'écroule, son portable se met automatiquement avec un haut-parleur. Et ça dure plusieurs minutes avant qu'on puisse prendre le relais avec un deuxième appel vers un service d'urgence. Et là, on fait le lien tout de suite pour pouvoir demander au témoin qui est arrivé quelques minutes après à mettre en place. Il faut connaître que ce soit les armes et
et les médecins régulateurs, les facteurs de communication qui vont interférer pendant tout un échange entre un émetteur et un récepteur. Il faut les connaître et s'en servir quand on va reprendre des bandes d'enregistrement. Il faut connaître tout ce qui interfère en salle de régulation sur notre pratique, parce que malheureusement, quand on gère un arrêt cardiaque, et c'est là quelque chose qui est à mon avis essentiel, quand on gère un arrêt cardiaque, on a souvent plusieurs appels en simultané, et la prise d'appels en simultané avec de nombreux intervenants va forcément impacter sur la décision idéale, encore plus quand on est en période de nuit profonde et que l'activité est très dense. Il faut qu'on accepte le principe de faire de l'auto-évaluation pour connaître son raisonnement et les facteurs d'erreur. On connaît tous l'effet tunnel, comme on a pu avoir dans l'affaire Noémie en 2008, mais je pourrais vous ressortir une affaire tout aussi grave qui concerne un médecin de mon équipe où on est parti sur des erreurs complètement, alors que le patient avait mal, il convulsait, il s'écroule, on l'entend gasper, on l'entend convulser, et donc il faut apprendre à reconnaître cela, et on n'arrête pas de dire à la personne que c'est de la simulation, c'est grave, et ça, il faut être capable de reprendre ces appels-là, de les réécouter en travail, et qu'on soit capable aussi de repérer tout ce qui facilite ou entrave une communication en fonction du niveau de stress du requérant ou pas. Donc la formation, Sébastien va en parler, eh bien, on a aujourd'hui évolué avec le CEFARM, et le CEFARM, la reconnaissance de l'arrêt cardiaque fait partie d'un module de formation. On a les formations que l'on peut faire au niveau des CESU, mais également au niveau des services, et ces formations doivent s'axer en binôme, bien sûr, à reconnaître les premiers signes de l'arrêt cardiaque, les convulsions GASP. On a vu qu'il y avait beaucoup de patients qui n'appelaient pas pour un arrêt cardiaque, mais qui, entre le moment de l'appel et l'arrivée des premiers moyens, allaient faire un arrêt cardiaque, voire même pendant l'appel. Il faut réécouter des bandes, il faut se faire violence, il faut être capable de réécouter des bandes, se mettre en situation à partir de ces bandes en simulation, faire des formations de communication, identifier nos biais cognitifs et savoir mettre en œuvre l'aide au geste. Mettre en œuvre l'aide au geste, ça concerne aussi bien les médecins que les régulateurs. Pour les régulateurs, eh bien aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on entende qu'on n'a pas la même formation pour faire la régulation en salle de régulation, qui ont évolué vers le SAS. Aujourd'hui, on parle de SAMU-SAS. On a la régulation qui est faite par des médecins urgentistes, qui commence à être enseignée, qui est enseignée aujourd'hui au niveau du DESMU. Mais on a également des médecins régulateurs libéraux qui, pour la plupart, n'ont pas ce socle de formation. Et il nous faut nous approprier de nouveaux outils comme la visio. Nous sommes convaincus que c'est une aide importante pour identifier une ventilation, une fonction ventilatoire, pour identifier que les gestes sont correctement réalisés. Et il faut savoir que l'arrêt cardiaque il peut survenir pendant la partie régulation du médecin. Il faut que les médecins soient préparés à ça de la même façon. Et cette régulation médicale doit être adaptée aujourd'hui à l'organisation du SAS, et ça c'est très important. Et je mets en avant là ce qui a été fait. On a à Rennes intégré le DIU de régulation médicale qui était commun entre Créteil et Lyon, et on a repris le même principe que Lyon, c'est-à-dire que pour accéder à ce DU, tous les régulateurs d'un SAMU-SAS doivent avoir suivi une formation base, socle, de 3 jours pour pouvoir réguler, que ce soit des médecins régulateurs urgentistes ou des médecins régulateurs généralistes, et ça c'est très important. Le deuxième sujet sur la formation, je pense que ça a été démontré à travers l'enquête et les propos de Guillaume tout à l'heure. Je pense vraiment qu'il faut qu'on sache organiser la réponse du dispatcher pour activer la chaîne de survie. Le rôle du SAMU aujourd'hui, certes, c'est d'envoyer un moyen SMUR pour faire la réanimation médicalisée quand c'est nécessaire, mais si on veut que les 3 premiers maillons de la chaîne se mettent en place, il faut activer cette chaîne de survie et il faut savoir qui fait quoi. Il faut savoir qui va identifier l'arrêt cardiaque, qui va réaliser l'aide au geste, qui va déclencher les citoyens sauveteurs, les moyens secouristes et les moyens SMUR, qui va faire accéder au DAE de proximité dont je parlerai tout à l'heure. Et donc c'est énorme, et donc il faut vraiment que ce soit protocolé. Je pense qu'aujourd'hui, l'enquête d'Arlod a démontré ce besoin de protocole, une forme de checklist, un peu comme dans un bloc opératoire. J'ai un arrêt cardiaque, comment j'organise ma salle? Parce qu'un seul arme, un seul régulateur ne peut pas tout faire. Et cette organisation, elle doit prévoir, avec l'aide des armes, des médecins régulateurs, la place du superviseur également, peut-être pour mettre en place, pour déclencher tous ces moyens, dont les bons samaritains, bien sûr, les secouristes, les SMURistes et l'accès au DAE. Et ça,
Le secret, la réussite, c'est une formation en équipe que malheureusement on n'a jamais le temps de faire. Mais ça, il faut vraiment faire des mises en situation, de la simulation. Et ça peut se faire encore une fois au niveau du service, des CESU, des enseignements que l'on fait multiples, et puis finaliser un protocole de régulation. Troisième point qui me semble important aujourd'hui, c'est d'adapter l'organisation de la salle de régulation. 0,58% d'appels sont des appels pour arrêt cardiaque sur l'activité du SAMU. Il faut une organisation très efficace du N1, N2. Je vous rappelle que l'objectif du N1 dans les SAS, c'est de décrocher 99% des appels en 30 secondes. Et là, ça veut dire qu'il nous faut des moyens. Alors, ce n'est pas que de la formation, mais il faut également des moyens pour que ces appels soient traités. Je rappelle le principe de l'organisation du SAS, 2 niveaux de décroché, un N1 pour le premier arme qui répond, un N2 MG, un N2 AMU. Et surtout, comme ça a été dit par Guillaume, il faut évaluer ce qu'on fait, et les indicateurs du SAS doivent nous permettre de savoir si on atteint cet objectif. Si on n'a pas cet objectif au décroché, on n'aura pas un temps de traitement de l'appel pour l'arrêt cardiaque dans les 90 secondes, donc c'est une évidence, et donc il nous faut des moyens adaptés. Donc ces formations RMU, je l'ai déjà dit, c'est tout ce qu'il faut pour identifier les signes précoces, la mise en œuvre des gestes, la réécoute des bandes, c'est très important la réécoute des bandes, c'est des fois très violent mais c'est très utile. Il faut des simulations, des mises en situation, protocoliser la gestion de l'appel pour arrêt cardiaque, organiser la salle de régulation et puis une place importante pour la visio. Et tout ça, c'est de la formation en équipe, en m'excusant d'être intervenu avant Sébastien, puisque c'est eux qui sont en première ligne pour décrocher les appels. Bonjour. Merci à Arlod de m'avoir permis d'exprimer la parole des armes, en partie en tout cas. Alors, on m'a demandé d'intervenir au niveau des axes d'amélioration dans la prise en charge de l'appel par le SAMU pour les arrêts cardiaques au niveau des ARM. Donc, je suis superviseur au SAMU 68. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier, si ce n'est comme Louis d'être membre d'Arlod. Alors, les armes, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais finalement, qui sont-ils et qu'en disent-ils? Alors, combien sont-ils déjà? C'est compliqué parce que d'après l'UNARM, qui est une de nos associations représentatives, on serait environ 2500. D'après l'AFARM, qui est une autre association représentative, on serait entre 2600 et 2800. Et d'après la DGOS, on serait 3000. Donc, il y a déjà un petit problème. À qui s'adresse-t-on? Alors, il faut savoir que les armes, très majoritairement, sont peu visibles, s'expriment peu, s'ouvrent peu aux autres CRA. Par contre, à l'intérieur même de leur CRA, ils sont très investis. Ils font beaucoup de choses, mais parmi ces investissements, la prise en charge de l'arrêt cardiaque, ce n'est pas un thème porteur. Je l'ai vécu dans mon propre SAMU, quand j'ai voulu mettre en place une cartographie des DAE dans mon département. Me regarder un peu bizarre, ce n'est pas notre métier, ce n'est pas à nous de faire ça. La prise en charge de l'arrêt cardiaque n'est pas vraiment porteur. Alors, pour les élus, c'est la même chose. J'ai invité personnellement 5 élus parlementaires à venir à la journée aujourd'hui. Il n'y en a aucun qui est là. Donc, c'est vraiment un thème qui ne porte pas chez les armes, chez les élus, chez beaucoup de personnes. Alors, malgré les difficultés, sur les réseaux sociaux, j'ai posé 3 questions aux ARM. J'ai eu environ 45 réponses. Après, on peut se dire que ce n'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Alors, la question que je leur ai posée, la première, c'était comment améliorer la prise d'un appel par un arme pour un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Alors, j'ai synthétisé un peu les différentes réponses. Beaucoup me disent qu'il y a déjà des améliorations dans l'organisation interne. On en parlait tout à l'heure avec mes collègues. Dans chaque SAMU, quand il y a une organisation, de toute façon, elle est différente d'un département à un autre, donc ce n'est pas évident. On aborde notamment le thème du pré-traitement de l'appel par le requérant. C'est-à-dire s'il est en urgence vitale, s'il a un arrêt cardiaque, qu'il puisse le déclarer avant même d'être décroché. Évidemment, une augmentation des effectifs, ça rejoint ce que disait Louis tout à l'heure. Une visibilité de la gestion d'un arrêt cardiaque par l'ensemble de la salle, c'est-à-dire que l'ARM voudrait que l'ensemble de l'équipe sache qu'il y a un arrêt cardiaque en cours, donc on puisse déjà déclencher des moyens, qu'on puisse isoler autant que possible l'ARM pour le laisser traiter cet appel par arrêt cardiaque, et la mise en place de procédures simples et adaptées. Un des axes envisagés, c'est la localisation immédiate de l'appelant. Donc, il y a une technologie maintenant qui existe avec l'AML, mais qui n'est pas encore mise en place partout, qui permet de savoir instantanément où se trouve l'appelant. Évidemment, la localisation
des défibrillateurs qui sont environnants à la survenue de l'arrêt cardiaque, et une utilisation d'outils qui activent des primo-intervenants qui soient intégrés au logiciel de prise d'appel. Et tout ça combiné évidemment à la formation du grand public. Et bien entendu, alors on en parle beaucoup, et donc les réponses des ARM sont cohérentes avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça me rassure. Il y a un gros travail à faire au niveau de la formation des ARM. Il faut qu'on puisse savoir reconnaître très rapidement un arrêt cardiaque, il faut qu'on puisse guider le témoin dans les gestes de réanimation, il faut banaliser ce type d'appel, et c'est les CEPHARM, entre autres, et les CESU qui ont un rôle essentiel à jouer là-dedans. Il faut former initialement les ARM, mais il faut continuer à les former tout au long de leur carrière. Et puis, on a aussi abordé dans ce questionnaire, dans les réponses, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui puisse permettre de reconnaître un arrêt cardiaque à travers des mots utilisés, par exemple, et avoir des outils de simulation qui rejoignent le point abordé sur la formation. Alors, j'ai posé une autre question aussi. Est-ce que vous pensez qu'avoir une seule application nationale pour déclencher des primo-intervenants, c'est pour vous indispensable ou non pertinent? La réponse des ARM, elle est claire. Donc, on pense au niveau des ARM que la création d'une solution unique nationale, comme par exemple sur le modèle de FR Alert, elle est primordiale. Il faut simplifier chaque étape de la prise en charge d'un arrêt cardiaque. Et la diversité des solutions existantes, ça peut décourager les citoyens dans l'activation de celle-ci, d'un côté, et ça peut être problématique au niveau des CRA. Par exemple, s'il y a un arrêt cardiaque qui survient dans une zone limitrophe entre deux départements, mais qui n'utilise pas la même solution. J'ai ensuite demandé quelle cartographie de défibrillateurs connaissez-vous? Alors, il y en a 38 qui connaissent la cartographie Arlod, 8 qui ne la connaissaient pas. Il y en a 28 qui connaissent GeoDAE, 18 qui ne la connaissaient pas. Alors, Arlod propose une solution qui est opérationnelle, qui est facile d'utilisation. Elle est moins connue des ARM que la base de données GeoDAE. Pourtant, GeoDAE n'apporte pas d'outils qui permettent de guider un témoin vers un DAE tout proche. Là encore, il nous faut un outil qui est simple, opérationnel, unique, et qui permet de situer le défibrillateur le plus proche de l'intervention. Alors, pour conclure, la population est très peu formée, les élus ne s'intéressent pas à notre cause. Les ARM, les médecins ont des solutions, on ne les entend pas. Les acteurs de terrain ne sont pas suivis, pas écoutés, peu financés. Le taux de survie d'un patient victime d'un arrêt cardiaque sans séquelles en France est indigne d'un pays aussi riche que le nôtre. Alors en attendant, ce que je vous propose, c'est d'être actifs, de nous aider à faire bouger les lignes, ou alors patientez, mais prenez soin de vous. Et posez-vous la question, si vous, un de vos enfants, venait à faire un arrêt cardiaque, que se passerait-il? Et pour finir, en principe, je finis toujours sur une note positive quand je fais une présentation, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie. J'ai une dernière idée. Une fois par jour, à partir de maintenant, à un moment de la journée, vous savez, il y a une application où vous faites une photo là, instantanément. On peut faire la même application où une fois par jour, vous regardez autour de vous et vous vous posez la question, combien de personnes autour de moi savent faire un massage cardiaque et pourraient me sauver? Merci. J'espère qu'aujourd'hui, on est à 99% comme les décrochés là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais commencer une question pour Nordine. Votre enquête est vraiment très intéressante. Vous savez que la photographie intentée de l'État en France au niveau des SAMU, est-ce que vous avez prévu de la refaire pour faire l'évolution et quand? Tout est possible, hein, je veux dire. Ce qui est important, c'est que vous puissiez regarder, pour ceux que ça intéresse, les résultats détaillés de l'enquête. Là, j'ai présenté une globalité des résultats, mais effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de la reproduire à terme pour voir l'évolution, justement. Après toutes ces communications, ces derniers congrès de médecine d'urgence où on parle beaucoup d'arrêt cardiaque, de premiers témoins, de chaîne de survie, les congrès de cardiologie où la thématique est également très débattue, pour savoir si on a une évolution. J'espère. Des questions dans la salle? Non? Moi, j'ai un petit commentaire. C'est depuis ce matin, on entend dire que l'arrêt cardiaque, finalement, ça n'intéresse pas grand monde, quoi. Ça intéresse les professionnels de santé, ça intéresse un petit peu nos tutelles, quoique.
Est-ce qu'on a des leviers aujourd'hui pour pouvoir améliorer cet intérêt et faire que on puisse avancer peut-être un peu plus rapidement dans la prévention et aussi dans la diffusion de la formation, non seulement des professionnels de santé dont on a parlé maintenant, mais aussi de la population générale? Moi, je pense que pour avancer, où on pêche, tout à l'heure, je disais dans les résultats de l'enquête qu'on a probablement des défauts de communication interne optimale. Et là, ce qui nous manque, c'est la communication. La communication doit être institutionnalisée, elle doit être travaillée avec des experts pour passer des bons messages. Bruno a introduit tout à l'heure en parlant des morts sur la route 1972 versus 2023, me semble-t-il, 2023. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a une communication institutionnelle. Bon, il y a effectivement des actes de restriction, etc. Mais il y a une communication institutionnelle qui est importante. Et je pense qu'on a besoin de ça pour accompagner. En fait, ce qu'on a besoin, c'est quoi? Ce dont on a besoin, c'est de catalyser le premier témoin pour qu'il devienne un acteur. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup travaillé? Pourquoi est-ce que les recos de 2015 et 2021 parlent beaucoup de l'accompagnement par le premier dispatcher du premier témoin? Parce que tout simplement, on a un défaut de sensibilisation et de formation de ce premier témoin potentiel qu'on peut nous accompagner. Nous, ce dont on a besoin, c'est de catalyser cette action. Et tout à l'heure, Jonathan a exposé un petit peu les stratégies qu'on avait mises en place dans le Nord. Quand je parlais de sensibilisation faite par des référents en répondant à la légalité, et ben dans toutes les sensibilisations qu'on fait, tout ce qui est proposé, c'est dans le cadre d'un partenariat avec les associations de sécurité civile, Croix-Rouge, Protection civile, Croix-Blanche. Pour les gens qui sont intéressés par autre chose que l'arrêt cardiaque au cours de ces séances de sensibilisation brèves, on a un partenariat avec nos collègues de la sécurité civile, la Croix-Rouge et la Croix-Blanche. Et ces gens vont pouvoir aller faire une formation plus avancée à des tarifs compétitifs. Voilà. Merci. Je vais faire une dernière question très courte. Tant que le micro arrive, je suis assez surpris de dire que les armes n'étaient pas intéressées par l'arrêt cardiaque, parce que c'est vraiment l'impression que j'avais que c'était quelque chose qui les intéressait, au contraire. Donc... moi aussi. J'étais très désagréablement surpris il y a 12 ans quand j'ai mis en place cette cartographie et on m'a dit c'est pas notre métier. Alors ça a évolué depuis, mais parce que quelqu'un en parlait tout à l'heure, il y a des endroits où il y a des personnes qui font avancer les choses et si vous n'avez pas cette personne à cet endroit, les choses avancent beaucoup plus lentement. Oui, bonjour, Thibault Antoine Paulet, Société Locacker. Nous sommes une société notamment d'entretien des défibrillateurs cardiaques. J'entends beaucoup depuis ce matin, j'ai l'impression que le thème commun est la diffusion de la culture du défibrillateur au plus grand nombre. Les sociétés qui entretiennent des défibrillateurs, et il y a quelques confrères par ici, je pense que collectivement, nous représentons plusieurs dizaines de milliers, voire même plus, plusieurs centaines de milliers, je l'espère, de défibrillateurs que nous entretenons. Et via nos interventions sur le terrain et les formations, plutôt les sessions d'information, pour être plus précis, que nous organisons, nous touchons tous les ans, encore une fois, des dizaines de milliers, voire peut-être des centaines de milliers de personnes. Quel est notre rôle? Je n'ai rien entendu à ce sujet sur justement l'imprégnation de cette culture auprès du plus grand nombre. Vous parlez de la formation, d'intégrer la formation à l'usage des défibrillateurs au grand public ou de sensibiliser les propriétaires de défibrillateurs à leur responsabilité par rapport à tout ce qui est maintenance et rendre accessible l'outil? La question est très ouverte, hein. Vous pouvez répondre sur les deux aspects. Mon point simplement est que nous sommes au contact de personnes que nous pouvons être amenés à sensibiliser, que nous sensibilisons. Et donc nous sommes porteurs d'un message individuellement parce qu'il n'y a pas d'homogénéité dans nos interventions. Mais je nous vois, hein, mes confrères pourront peut-être intervenir, confirmer ou infirmer mes propos, mais je nous vois comme une forme essentielle pour justement imprégner cette culture au sein de la population. Alors comment ça peut se faire, je ne sais pas trop. Alors aujourd'hui, le message qu'il faut porter, c'est celui qui justifie le recensement des défibrillateurs à travers la base GODAE, hein, ce qui
qui d'ailleurs essaie de sensibiliser toutes les personnes qui veulent déclarer un défibrillateur. Je pense qu'il faut porter le même message parce que effectivement, vous ne faites pas que vendre un appareil, un dispositif médical. Je pense que c'est un outil, un élément essentiel pour améliorer la prise en charge. Et bien sûr, dès lors que vous mettez en place un défibrillateur, il devrait y avoir des actions de sensibilisation. Et je ne doute pas que les gestionnaires de DAE, ils en font un petit peu un maximum. Mais c'est un message qui est fort. Hein, parce que si aujourd'hui, on va parler après des problèmes de la localisation des défibrillateurs, c'est aujourd'hui, on ne devrait pas avoir besoin de dire où est un défibrillateur à la population. Ils devraient le savoir au même titre qu'ils peuvent savoir facilement où est un extincteur. Donc oui, vous avez un rôle essentiel, comme nous tous ici. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est l'essence même de ce séminaire. Hein. Et je pense, comme ça a été dit tout à l'heure par Pascal Cassan, c'est comme la formation, elle doit être multifactorielle et tous ceux qui peuvent en faire, je pense que c'est important. Et effectivement, aller installer un défibrillateur dans une mairie sans former le personnel de mairie, c'est vraiment une perte de chance. Enfin, Oui, vas-y. Juste très rapidement, je suis complètement d'accord avec vous, vous êtes un acteur majeur, c'est indéniable, personne ne peut dire le contraire. Dans ma région, en Alsace, il y a un de vos... pas concurrent, un installateur de défibrillateur, en fait, ce qu'il fait aussi, souvent, il propose, quand il va installer un défibrillateur, il prend contact avec les associations locales de secourisme et il organise des soirées pour la population. Ça peut être peut-être un axe à envisager. Bref, toutes les actions menées, quelles qu'elles soient, et à quelque niveau que ce soit, vont dans le même sens. Et Pascal l'a très bien dit, hein, même une petite pichenette, ça peut éventuellement améliorer la survie des patients et en tout cas la survie en bonne santé. On va malheureusement être obligé d'arrêter les questions ici. On va passer à la suite parce qu'on a encore une fois pas mal de retard.